Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Après Stéphane Dauphin, qu'on a reçu la semaine dernière, directeur général de Nantes Habitat, nous recevons ce soir un autre opérateur public, en la personne de Franck Savage, directeur général de Nantes Métropole Développement. Aménagement, ça c'est des vieilles réminiscences qui ressortent. Aménagement, excuse-moi. Nantes Métropole Aménagement est un outil au service des politiques publiques des élus de la métropole et développe toute une série d'opérations sur le territoire. Qu'il s'agisse d'Euronantes, du quartier Madeleine-Champ-de-Mars, de l'ensemble Neptune-Fédot, du Vallon des Dervalières ou de bien d'autres opérations encore, Nantes Métropole Aménagement intervient dans divers lieux sur la ville et pas seulement, puisque Nantes Métropole Aménagement est aussi un outil de la métropole et intervient sur d'autres territoires communaux. La société participe ainsi à la fabrication de cette ville que nous vivons au quotidien. En matière d'aménagement urbain, évidemment, l'île de Nantes est parfois l'arbre qui cache la forêt. C'est bien sûr un projet urbain majeur, mais sa médiatisation attire les projecteurs et peut parfois empêcher de voir d'autres opérations de grande importance sur la ville. Et vous les voyez quand vous circulez un petit peu. L'opération de Malakoff est une opération extrêmement visible. Outil d'aménagement, mais aussi outil de cohérence urbaine, Nantes Métropole Aménagement redessine finalement au fil du temps une nouvelle image du territoire. Alors même si on voit certaines opérations, comme je viens de le dire, c'est pas forcément évident de voir ce changement global de la ville. Mais si vous avez le temps, je vous invite à faire un tour là-haut, au 32e étage, sur le nid, faire le tour de la terrasse et vous verrez toutes ces opérations et ce remodelage de notre territoire. Dans l'immédiat, Franck Savage va nous présenter l'action qu'il conduit et nous dresser le portrait de cette ville qu'il contribue à modeler avec son équipe. Je vais, avant de lui passer la parole, simplement et pour ne pas oublier, vous dire que notre rythme va s'intensifier dans les jours qui viennent. On n'avait pas tout à fait programmé ça, mais nous nous y adaptons. Nous allons enfin, en effet, la semaine prochaine, avoir 3 séances successives. Le 11 juin, je vous rappelle, une séance avec Yannick Guin autour de la question de la réindustrialisation de la France. Le 12 juin, avec Thierry Sora, qui est le président d'APECOM, pour parler images et réalité des territoires. Et enfin, le 13 juin, nous recevrons Jean-François Rothière, qui vient, avant de lancer la concertation relative au projet de gare SNCF, qui vient nous en parler, qui vient le présenter, ce projet, devant le Conseil de développement. Voilà, notez bien ça dans vos agendas. En attendant, donc, je remercie Franck Savage d'avoir accepté notre invitation et je lui passe tout de suite le micro. Bonsoir, je vais commencer debout et puis je vais m'asseoir après. Bonsoir à tous. Donc Franck Savage, je suis directeur général de Nantes Métropole Aménagement. Je voulais remercier Philippe Audic et Gabriel Vité de leur invitation et vous remercier vous de votre accueil. Cette structure du Conseil de développement, j'y suis pas du tout indifférent. Je me souviens très bien qu'elle a été initiée il y a 18 ans. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je pense que devoir vous dire que c'est une source d'information, et je dirais même la meilleure source d'information du citoyen nantais que je suis depuis ma naissance. C'est une source d'inspiration pour le professionnel que je suis. Et puis c'est surtout un lieu de fabrication et d'apport collectif au développement de Nantes. Et je ne voulais pas commencer ce propos sans oublier de dire ça. Donc on m'a demandé de présenter notre activité, notre société, pour une structure Nantes Métropole Aménagement qui est souvent peu connue du grand public parce qu'on est dans le concret. Donc je vous dirai un peu ce que nous faisons et puis je vous donnerai aussi ma part de vérité.
ce qui veut dire que j'appellerai forcément au dialogue. Ces interruptions, je ne sais pas si c'est traditionnel, mais je les accepte. Et y compris, je serai ouvert à toute discussion après mon propos en 50 slides. Puis je voulais saluer tout de même la présence d'un des vice-présidents de Nantes Métropole, Gilbert Galliot, qui est vice-président de Nantes Métropole Aménagement, et qui me fait l'honneur d'assister à ce que je vais dire. Voilà, je me permets de m'asseoir. Ça marche, impeccable. J'ai préparé une présentation en 6 points que je vais, vous lisez à l'écran, que je vais reprendre. Une présentation générale de la société et de ses activités. Parler, parce que ça me paraît fondamental, des politiques que nous mettons en œuvre et aussi beaucoup des conditions dans lesquelles nous essayons de les mettre en œuvre. On parlera ensuite de notre activité aménagement, qui est l'activité la plus connue ou la plus visible. Mais j'évoquerai après à la fois notre rôle dans la maîtrise d'ouvrage de construction et puis dans l'immobilier économique, dans l'immobilier d'entreprise. Et puis, si vous me permettez, parce qu'il faut toujours avoir un certain nombre de choses en référence, je finirai par un propos, un chapitre sur les valeurs et notre culture, parce que ça me semble fondamental dans ce monde contemporain tel qu'il évolue, d'avoir bien les 2 pieds sur la bonne terre. Alors, Nantes Métropole Aménagement, nous sommes une société publique locale, c'est-à-dire nous sommes une société de droit privé, mais 100% de nos capitaux sont publics. Et nous sommes la propriété de l'agglomération nantaise, donc de la communauté urbaine de Nantes, pour 55% du capital, et de 19 des 24 communes de l'agglomération. Et si vous voulez me poser la question, tout le monde me pose, mais qui n'y est pas, c'est les communes qui sont en bleu, qui sont en jaune, y sont. On est un outil opérationnel de développement urbain économique. C'est-à-dire on n'a pas de vocation générale. C'est les services de l'agglomération ou de la ville de Nantes ou des autres communes qui sont compétents pour ce faire. C'est par exemple les communes qui attribuent les permis de construire, etc. C'est l'agglo qui adopte les PLU et bientôt le PLU métropolitain. On est, nous, un outil opérationnel, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des choses, on s'en occupe. Et puis une fois qu'on a fini, on rend les clés, et puis on nous demande de faire autre chose, etc. Mais on n'a pas de vocation transversale, générale, et il pourra y compris y avoir dans la salle des questions auxquelles seul le citoyen pourra répondre et pas la personne en charge du dossier. On est un outil d'économie mixte. Moi, ce qui m'a fasciné quand je suis arrivé il y a 14 ans, oui, 14 ans, à Nantes Métropole Aménagement, que je dirige depuis 5 ans, mais avant j'étais DAF, c'était l'étendue du carnet d'adresses des responsables d'opération et le mode de rapport dialectique totalement différent qui était leur pour discuter avec les acteurs privés du développement. Donc je revendique que nous soyons, même si nous n'avions pas d'acteurs privés à notre capital, nous sommes bien toujours un économie mixte, un outil d'économie mixte, c'est-à-dire que nous avons l'intérêt public pour référence, comme guideline, et puis nous essayons d'avoir la souplesse et de bien connaître, on va en reparler tout à l'heure, les enjeux des acteurs privés. Je résume ça souvent, je le redirai peut-être tout à l'heure. Notre job, c'est la mise en mouvement des intérêts privés autour du projet public. Élément rapide d'histoire pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie. En 1993, la ville de Nantes crée son outil de développement urbain et économique, son outil opérationnel, qui s'appelle Nantes Aménagement, qui est une SEM, avec 51% de capital pour la ville de Nantes, et puis 40% pour les banquiers et 10% pour les bailleurs sociaux. En 2002, Nantes Métropole, créée à partir du district, devient le premier actionnaire et prend les 2/3 du capital public. En 2009, le maire président de l'agglomération, dans l'objectif d'améliorer l'efficacité du secteur public, du service public, dans la logique de la mutualisation des directions générales de la ville et de la CI, décide de transformer les 2 SEM dont Nantes Métropole est actionnaire majoritaire, Samoa et nous, en SPLA.
Et nous sommes passés depuis en SPL. Nous ne sommes qu'un des 4 aménageurs publics présents sur l'agglo. Il y a la Samoa qui donc, conduit le projet urbain de l'île de Nantes. Au-delà de ça, on fait à peu près tout sur Nantes. Et puis il y a également Loire-Ancé en développement et la CELA avec qui on travaille ensemble selon les cas, selon les communes, sur tel ou tel projet. Le schéma qui est à gauche veut témoigner de notre implantation dans le dispositif. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de travailler, d'animer, de faire se rencontrer un certain nombre d'acteurs qui ont leur logique propre pour conduire les différents projets qu'on nous demande de conduire. On a 4 métiers, donc l'aménagement, qui passe essentiellement par des concessions d'aménagement, essentiellement par des AC, les études urbaines préalables, j'aurai l'occasion de vous en montrer plusieurs tout à l'heure, la maîtrise ouvrage ou la maîtrise ouvrage déléguée de construction de bâtiments, je parle de nos références, et puis également l'accueil et l'accompagnement d'entreprises dans de l'immobilier économique, on en reparlera à la fin. Ça c'est l'immeuble de notre siège, donc si vous voulez nous voir, c'est l'immeuble qui se trouve juste au pied du pont Lu. Donc j'anime une équipe de 39 collaborateurs, donc 36 OTP. Il y a 12 responsables d'opération qui sont responsables de A à Z sur les opérations d'aménagement et de construction, qui ont chacun une demi-assistante. 9 personnes pour l'immobilier économique, puisqu'il y a 4 sites avec personnel, et notamment les 3 pépinières de Nantes, de Rezé et de Couéran-Créatique. Une DAF, et puis également des collaborateurs qui s'occupent des ressources humaines, de la com, de l'accueil, etc. Deuxième partie, la mise en œuvre des politiques publiques. On est un outil public au service des politiques publiques. Et donc, nous mettons en œuvre les orientations des élus. Donc, nous sommes sans doute d'ailleurs l'organisation parapublique, le satellite, comme on dit parfois, qui est le plus dépendant de la collectivité, puisque sur une concession d'aménagement, on leur fait approuver les dossiers techniques de viabilisation aux différentes étapes, on les fait agréer les cessions et les conditions de la cession. On est très dépendant des collectivités locales qui nous confient les opérations. Donc le PLH, avec ses 5000 logements annuels, dont 25% de logement locatif social, 25% d'abordable, 50% de libre, dont vous savez que ces dernières années, il a été dépassé, puisqu'en gros, on est sur 6300, 6400 logements commencés chaque année. Je vous indique que de mon point de vue, on va sans doute redescendre dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, plutôt aux 5000 du PLH. Le schéma de développement de l'urbanisme commercial donc, a été adopté il y a voici 1 an par le Conseil de communauté urbaine. Le schéma de développement tertiaire qui est une réflexion qui est en cours avec la Direction générale au développement économique, la Direction générale au développement urbain, les aménageurs et puis également une sélection de professionnels de l'immobilier économique, les commercialisateurs, les promoteurs, les investisseurs. La charte d'aménagement et de gestion de l'espace public est un document très, très travaillé, enfin, ou plutôt je devrais dire 20 documents, parce que je crois qu'il y a 20 guides qui concourent à cette charte d'aménagement et de gestion de l'espace, donc dans une logique d'harmonisation, de précision, y compris d'économie de maintenance, etc. etc. Donc et puis, naturellement, le plan climat, avec la part qui nous revient, et la part qui nous revient, ça prend à la fois la forme de demander aux opérateurs de construire des bâtiments qui ne consomment pas trop, mais ça passe aussi par des projets. Je pense par exemple à la Chantrerie, où on a accompagné l'école des mines pour la réalisation d'un réseau de chaleur partagé avec les autres établissements d'enseignement supérieur et les immeubles tertiaires qui viendront au fur et à mesure du temps. Exactement. Il y a un certain nombre d'autres politiques publiques auxquelles nous concourons. Et là, j'ai mis volontairement cette photo de Bottière-Chanel. Oui, il faut me dire s'il faut que je dise de quelle image je parle. Bon, là, c'est une image du Mel Picasso, Euronantes.
Et la première était une image de bottière. Donc là, vous avez... je reparlerai de l'opération Bottière, mais un des axes de l'opération Bottière-Chenet, c'était la gestion du cycle de l'eau, la réouverture du ruisseau, la renaturalisation des espaces. Donc nous participons en ça à la gestion des eaux pluviales intégrées aux politiques communautaires, comme sur le plan des déchets, où il nous arrive, pas systématiquement, mais assez régulièrement, notamment dans les secteurs où il y a du logement social, de mettre des containers enterrés. L'insertion par l'économique, mon cher Philippe, où je dirais, nous sommes, selon les statistiques de l'équipe très mobilisée qui s'occupe de ça, on est le 4e opérateur, le 4e maître d'ouvrage sur le nombre d'heures d'insertion que nous intégrons dans les marchés que nous demandons aux entreprises de souscrire. Et puis, naturellement, le développement de la création et de la recherche, alors essentiellement par des logiques foncières, c'est-à-dire de mise à disposition de foncier ou de réalisation et d'animation d'immobilier économique. J'aurai l'occasion d'en parler. Nouvelle photo de Bottière. Bon, le plan de déplacement urbain, où là, je dirais, on est pour peu de choses. Hein. C'est d'abord les politiques publiques de plan de déplacement, de développement des transports en commun, etc. etc. Mais enfin, tout de même, nous multiplions les pistes cyclables, etc. etc. Hein. On n'est pas un acteur majeur, c'est pour ça que je le place un peu en second. Et puis également les coopérations, donc ça fait 4 ans que sur ce qui me semblait, quand j'ai pris mes fonctions, comme étant la dimension essentielle des objectifs qui m'étaient donnés, la question du logement. Depuis 4 ans, on travaille avec nos homologues d'Angers, de Brest et de Rennes sur la thématique du logement pour essayer de prendre un peu de distance avec notre quotidien, avec notre territoire, et essayer de partager l'expérience et de développer une intelligence commune. Mise en œuvre des politiques publiques, mais dans une logique de projet. Au départ, il y a le projet public. Au départ, il y a l'idée publique. Je veux réaliser un bâtiment, ou je voudrais que sur tel secteur, etc., il y ait une action d'intensité urbaine, d'urbanisation, de renouvellement urbain, etc., etc. Au départ, il y a la commande politique, on pourrait dire. C'est notre job que de prendre en compte l'ensemble à la fois des données concrètes, physiques, parfois très techniques, et puis l'ensemble des données, des perceptions, etc., des acteurs. Et donc, le contexte géographique, historique, patrimonial, la pollution, les sols, etc., c'est une donnée d'entrée, une donnée d'entrée première dans notre activité. De la même façon que le sont les mobilisations possibles des acteurs. Comme je dis souvent, il faut trouver le fil de développement du projet. Il faut à la fois identifier les points durs, savoir comment on va les traiter, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient tout seul. Et puis ensuite, compte tenu du contexte physique et social, je dirais, voir comment est-ce qu'on peut développer un projet. Il y a un travail de conception qui est confié à des professionnels. Hein. Nous ne sommes pas des concepteurs, nous les faisons travailler, nous les animons, nous les coordonnons, qui permet, là c'est plutôt notre approche, de proposer à la collectivité, aux élus, un bilan d'investissement. On recale comme ça le programme, on recale la procédure, le montage, et puis toujours le travail itératif tout au long du projet, entre le projet et puis les acteurs, et le fait de faire la ville interagit sur la ville à faire. Donc les projets évoluent dans le temps. On aura l'occasion de montrer quelques exemples tout à l'heure. Ça veut dire de faire des choix. Ça veut dire de faire des choix. Et moi, j'assume totalement qu'on ne soit pas triple A sur tel sujet ou sur tel autre.
il faut bien assumer ça. Et y compris pour prendre un exemple, par exemple, sur Bottière-Chenay, on peut dire que la qualité thermique des bâtiments n'a fait que suivre l'évolution à la fois de la réglementation et puis du sentiment public des acteurs, etc. etc. L'enjeu pour nous, il n'était pas celui-là. L'enjeu, il était sur la composition urbaine, sur la mixité sociale, sur le droit au ciel, comme disent certains urbanistes, etc. Il y avait tout sur la mixité fonctionnelle et donc la présence de services publics et privés le plus tôt possible dans le projet. Mais sur l'ouverture du ruisseau, parce que là c'est une photo de Bottière aussi, mais ce n'était pas du tout la qualité thermique des bâtiments. Donc on conduit le projet en essayant d'apporter de A à Z, en animant donc tout un réseau de spécialistes qu'on met en concurrence pour les prestataires, en essayant donc d'apporter des solutions. Et moi je refuse qu'on dise aux élus j'ai un problème. Il faut qu'on dise j'ai un problème et voilà ce que je propose comme solution. On n'est pas là pour dire ah non mais moi je m'appelle A et puis vous irez voir B pour la partie B de la réponse à la question. Nous on est chargé de l'ensemble. Il y a une pression sur mes collaborateurs qui ont moi le premier je dirais, mais une obligation de résultat. Et quelque part dans l'hyper technicisation de l'ensemble des institutions ou organisations, qu'elles soient publiques ou privées, je dirais quelque part, on est quelque part, comment je veux dire, quelque chose d'un peu à part. On est quelque part quelque chose d'un peu à part. Et j'ai tendance d'ailleurs à considérer, y compris pour connaître certains élus, que c'est y compris un des axes qui font qu'ils recourent aux aménageurs publics. C'est-à-dire qu'ils savent que il n'y aura pas de renvoi de balle et que nous sommes chargés du résultat, de conduire le résultat. Donc dans une fonction de chef d'orchestre, d'ensemblier. Je dis souvent, c'est quoi un chef d'orchestre? Il ne manipule pas, c'est pas un technicien, il ne manipule pas les instruments, il manipule les instrumentistes. On agit sur la matière humaine, la gestion de projet. Et puis, toujours, c'est encore mieux en le répétant, toujours donc dans cette claire position où ce sont les élus qui décident. C'est-à-dire que nous, on formule des propos. Donc, tenir le triptyque programme, délai, coût, c'est le b.a.-ba de notre action. Alors là, vous avez la carte des 30 opérations d'aménagement. Donc, comme il faudrait une loupe pour les voir toutes, je suis navré, mais je ne parlerai pas de toutes. J'en distinguerai quelques-unes et j'en rassemblerai un peu d'autres pour essayer de vous donner un peu un panorama. Mais vous voyez qu'à la fois, on est très présent sur Nantes, mais aussi avec un certain nombre d'opérations sur les communes de la périphérie nantaise. Là, je sors un peu de mon rôle, mais par le fait de projeter cette carte, je voulais, je disais tout à l'heure que j'étais nantais depuis quelques années, et je pense que nos concitoyens n'ont pas la claire conscience de ça, et y compris d'ailleurs les élus, si je puis me permettre, ne tiennent assez peu ce discours. C'est-à-dire que vous avez sous vos yeux la matérialisation d'une cohérence progressive du développement urbain de Nantes qui, je dirais, vise à renforcer son cœur, le cœur de l'agglomération, mais j'y reviendrai aussi, les cœurs des différents bourgs. On verra plusieurs opérations. Dans une logique y compris qui n'oublie jamais le renouvellement urbain, par exemple, des grandes cités HLM. On a commencé, nous, en 93, à s'occuper des quartiers nord de Nantes, de Bellevue, des Dervalières, etc. On continue à Bottière, à Malakoff, à Vallon des Dervalières ou ailleurs, ou à Clotoro. Mais là, il y a une vraie stratégie de renouvellement, d'aménagement urbain qui est progressivement à l'œuvre. Et donc,
J'en reparlerai tout à l'heure, mais vous voyez que ce qui est rose, c'est les secteurs d'études, et ce qui est vert, c'est les périmètres opérationnels dédiés. Je dirai tout à l'heure les quelques opérations futures, nouvelles, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. L'aménagement. J'ai choisi de mettre deux camemberts, celui des dépenses, hein, puis celui des recettes, pour, j'irais, donner un peu de matérialité, une autre matérialité plutôt que les discours, à cette chose assez mystérieuse, où on étudie, on acquiert, on viabilise et on vend, dans le cadre de différentes procédures, et essentiellement la ZAC. Et donc vous voyez, je suis obligé de me rapprocher, la vue baisse, vous voyez que ça c'est sur les 29, c'est le bilan consolidé des 29 concessions d'aménagement qui nous sont actuellement confiées. Ça fait 462 millions d'euros hors taxes. Donc vous voyez que nos dépenses, c'est pour 36% du foncier, les études 3%, les travaux 40%, mais à ça il faut rajouter les rémunérations de tiers, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, le PC, le CT, tout ce qu'on veut d'autre. Les frais financiers 6%, les rémunérations de la société de l'aménageur 9%, un peu de frais généraux, un peu de TVA non récupérable. Donc ça c'est le volet dépenses. Donc une plus grosse moitié de travaux, une petite moitié de foncier, et puis le reste est relativement plus faible. Donc 462 millions d'euros de dépenses, 462 millions de recettes. Voilà, il faut mieux. Donc vous voyez que les recettes d'aménagement sont composées pour 74% d'entre elles. Oui, c'est petit, hein. C'est petit sur mon écran, mais sur le vôtre aussi. 74% de nos recettes sont les recettes de cession. Pour 16%, c'est la participation équipement public. Si je remonte en arrière, 16% de participation équipement public, alors que dans le bilan, il y a déjà 40%, avec la maîtrise d'œuvre 45%, de valeur, d'actifs que nous allons mettre aux collectivités, essentiellement Nantes Métropole, mais aussi les communes s'agissant des espaces verts. Un apport en nature significatif, qui est compris d'ailleurs une question d'optimisation fiscale, hein, une question de TVA. Un peu de PAE, je n'entre pas dans les détails, mais en fait ça c'est les constructeurs à qui on n'a pas vendu le foncier dans les actes qui payent à la collectivité qui nous renvoie l'argent. Un tout petit peu de subvention des autres collectivités ou de l'ANRU par exemple. Et puis autres produits, c'est marginal. Et j'ai sorti les chiffres au 31 décembre dernier. On avait sur les 462 millions de constater 277 millions d'euros de dépenses et 252 millions de recettes. Et on voit que le foncier, qui représente, on l'a vu tout à l'heure, 36%, est déjà avancé à hauteur de 70%, soit 77% des dépenses sont constituées du foncier. Donc on achète d'abord, ensuite on viabilise, et puis on vend tout au long du processus, mais plutôt à la fin. Pour que ce soit bien clair, ces chiffres, Franck, oui. 462 millions d'euros, oui. C'est le total des dépenses que vous devez mettre en œuvre pour oui. viabiliser Exactement. Les combien 29 opérations ouais, voilà. qui vous sont concédées, enfin que vous voilà. avez en charge. Oui. Évidemment, vous ne les avez pas forcément tous dépensés, puisque ça s'étale dans le temps. On a dépensé 277 millions voilà. déjà, donc ça fait 60% des 462 millions, sachant qu'il faut retenir qu'une opération de concession, ça doit être en moyenne 12-15 ans, à peu près 12-15 ans. D'accord, bon, c'est clair. Donc ça fait une trentaine de millions à peu près par an, quelque chose comme ça.
Madeleine, alors je vais maintenant, si vous me permettez, et je m'excuse de ne pas citer toutes les opérations, mais je vais en distinguer quelques-unes si vous me permettez. Et d'abord Madeleine Champ de Mars, puisque c'est, je dirais, si je raisonne sur Nanteville, en mettant de côté, m'en voudront pas les Chapelains, les Herbinois ou les Carquefoliens, mais c'est la première grande opération publique d'aménagement urbain depuis les UP des années 60-70. On peut dire aussi que c'est une des premières opérations de renouvellement urbain, je dirais quelque part en France d'ailleurs, hein, avec cette ampleur. Avec le souci à la fois, je dirais, de réhabiliter tout ce qui pouvait être réhabilité, et puis d'apporter aussi de la nouveauté, des constructions neuves, dans une logique qui serve et l'habitant, le logement, et l'activité, c'est-à-dire l'emploi ou l'équipement public, avec donc une question de mixité fonctionnelle, de mixité sociale, et pour essayer d'en faire un quartier qui soit agréable à vivre ou à visiter. Avec à la fois la gestion de grands projets, de très grands projets. Voilà, le Crédit Mutuel, comme vous devez le savoir, est en train d'installer son siège, le Crédit Mutuel, pardon, est en train d'installer son siège à côté du CIO. Ce n'est pas une petite affaire, mais on a aussi des plus petits projets qui sont d'ailleurs pas forcément les plus courts à réaliser, parce qu'on y passe beaucoup de temps, mais le fait d'aller récupérer la propriété foncière de Venelle, de bout de Venelle, qui est éclatée entre de multiples propriétés, pour en faire un aménagement et un passage traversant qui irrigue le quartier, c'est certes un petit projet, mais c'est un énorme boulot. Avec l'accueil et de grandes organisations, naturellement, j'en ai cité une, et aussi de toute TPE. Enfin, on peut dire que... Est-ce que je me paye le luxe de dire que c'est le premier des quartiers de la création? Non, bon, allez. Oh. Aujourd'hui, il y a 6 000 emplois. On peut tweeter, là? Pardon? Oui, vas-y. On peut tweeter, là? On peut tweeter. Il va falloir que j'appelle Jean-Luc pour m'excuser. Allez. Vous avez à droite de la photo, hein, c'était l'ancien siège du CRDC. C'est là où ceux qui ont participé à ce mouvement ont été mettre un objet dans le grenier du siècle, hein, qui sera ouvert dans... On n'a plus tellement longtemps à attendre, là, hein. Il ne reste plus que 86 ans, oui, ça va. Et qui a été réhabilité par un opérateur, hein, le groupe Lamotte, pour en faire un site d'accueil d'entreprises, avec des entreprises, des jeunes entreprises, etc., qui interviennent dans les domaines de l'économie d'aujourd'hui dont je parlerai tout à l'heure. À gauche de la photo, oui, à gauche, je vous recommande tous d'acheter le livre écrit par Jean-Yves Petitot, Nantes, récit d'une traversée, où j'avais pris l'initiative de la réalisation de cet ouvrage, parce que ça me semblait fondamental de raconter comment la ville se fabrique, et que les acteurs eux-mêmes les racontent, hein. C'est pas un bouquin de pub, et ceci à la fois comme valeur testimoniale et de reporting, mais aussi comme un engagement pour les projets urbains du futur. C'est-à-dire que le projet urbain, ça doit se faire avec et pour les acteurs, et dans un espèce de ménagement, dans une espèce de résilience, comme il est mis là. Une mixité fonctionnelle, là, sur l'îlot qui est au milieu de la photo. C'est un îlot fait par un opérateur ADI, où vous avez logement social, activité économique, troquet, commerce, etc. etc. Il y a à Madeleine, 25% de la population qui vit à Madeleine-Champ-de-Mars habite dans du logement social. On est dans un quartier de centre-ville. Bon, donc voilà.
Deuxième opération que je distingue. Peut-être une question sur Madeleine Champ-de-Mars. Oui. Tu as dit tout à l'heure que, en gros, la durée de vie d'une opération, c'est 15 ans. Madeleine Champ-de-Mars, on est déjà à 20 ans. Et c'est pas fini, oui. Quel est l'horizon? Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis ici. C'est pour ça que j'ai mis ici. Si la technique me suit. Ouais, non, j'ai été trop vite. J'ai mis un quartier qui continuera à bouger. C'est l'humilité de l'aménageur et de l'urbaniste de considérer qu'après lui, les choses devront continuer à se faire et à évoluer. Là, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Donc, j'ai parlé du crédit mutuel tout à l'heure. Vous avez aussi l'îlot Europcar qui à un moment était entre guillemets pré-réservé, etc. Enfin, c'est qui est d'orientation de décision des élus d'ailleurs, mais qui était un peu pré-réservé pour une éventuelle hypothétique extension de la cité des congrès, et qui, y compris pour des raisons dont je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne se bousculait pas à demander à Tony Le Saffre, enfin Europcar, de se pousser un peu. Mais il y a des îlots qui vont continuer à bouger. Et pas plus tard que cet après-midi, il y avait un bâtiment qui appartenait un immeuble complet qui appartenait à une famille et qui, forcément, voulant se défaire du bien, a été contacté ou est entré en contact avec des promoteurs, je ne sais d'ailleurs pas lesquels, compris comme il y en a plusieurs dans la salle, je dirais rien, mais et que forcément l'opérateur il a proposé ce qu'il savait faire, c'est-à-dire de dire je vais mettre bas à l'immeuble et puis je ferai une construction neuve, etc., etc. On était plutôt sur un épanelage assez élevé. Et donc nous, on a proposé aux élus de maîtriser cet immeuble pour précisément prendre le temps, prendre le soin de trouver des familles, y compris des activités économiques, que ça intéresse d'acheter donc par lot pour ne pas dénaturer cet immeuble qui avait une valeur je dirais patrimonial, qui s'inscrivait dans un plan d'ensemble, etc., etc. Bon. C'est vrai que nous, quelque part, on doit prendre cette précaution. Hein. On n'est pas les yeux rivés sur notre compte de résultat. On essaie de faire des choses en bonne intelligence. Et j'ai signé plusieurs actes successifs là, tout au long de l'après-midi, et je peux vous dire, j'ai le sentiment que les gens qui viennent de nous acheter sont plutôt contents, quoi. Ils sentent bien ce truc, quoi. Donc, mais il faut assumer que ça continuera à bouger. Bautières-Chênay. Donc là, on est le long du tramway, à l'est de Nantes, sur des tenues maraîchères qui avaient été progressivement en situation de déprise, pas toutes, mais à peu près toutes. On a y compris dans le cadre d'un processus où c'est, je crois, dès 89 ou 91 que la ville de Nantes avait décidé de créer une ZAD qui s'appelait la ZAD des gares pour observer, puisque c'est vrai que beaucoup dans l'Est, il y a des capacités, on en reparlera tout à l'heure, de renouvellement urbain. J'ai expliqué les orientations qui étaient les nôtres au départ de ce projet. Donc c'était... à n'en retenir qu'un, c'était la question de la mixité urbaine, de la mixité sociale et d'offrir une alternative à l'étalement urbain. Donc à fin 2012, on a franchi le cap des 1000 logements livrés, il en reste 1400 à livrer, et vous avez là les chiffres, non pas de prévision, mais du réalisé concret d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez 22% de locatifs familial PLUS, plus 14% de résidences qui sont exclusivement, sauf à ce que je me trompe, en montage PLUS, hein, c'est des EHPAD, résidence C'est ma vie, etc. Adoma, Adélis, Foyer Rêve, etc. 5% de locatifs abordables PLS, 28% d'accession abordable et 32% d'accession
libre. Donc, qui dit accession libre peut dire occupation par le propriétaire ou locatif libre. Il y a une grosse année et demie, ça vous a peut-être été présenté par Patrick Payou, je ne sais pas, mais l'agence d'études urbaines avait proposé à nous, à la CU et à la Samoa, de faire une enquête confiée à un professionnel auprès des habitants des logements neufs non HLM. Un des objectifs, c'était de participer au parcours résidentiel. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais j'en ai mis 2 en exergue. C'est alors que c'était sur 752 familles, sur 14 000 logements concernés. Donc c'était une grosse enquête. Alors que la stat, c'est 4% des occupants propriétaires ou locataires de logements privés étaient issus du parc social. À Bottière-Chenay, c'est 16%. Donc on a atteint notre objectif du parcours résidentiel. Et puis, je l'ai mis là parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais des revenus de 2 560 € moyens par la famille et 43% des ménages avec 2 enfants ou plus. Et puis la présence dès le départ, ça c'était une idée notamment une exigence, on peut dire, de Jean-Marie Pousseur, l'ancien adjoint à l'urbanisme, c'est que la médiathèque est arrivée la première et l'école a suivi juste après, etc. etc. Donc on affirme la présence de services publics et privés, puisque l'ensemble des commerces sont ouverts, vous avez tout ce qu'il faut. Et ça joue d'ailleurs sur, parce que c'était un des autres éléments du sondage, ça joue sur le rapport au quartier qu'ont les gens. Ils disent Bottière-Chenay, c'est convivial. Bon, quelques images, notamment au milieu, celle de la place du commandant Cousseau, celle en bas à droite du marché, Forain. Euronantes-Gare, donc autre grand projet que si vous allez à Paris, vous voyez un certain nombre de choses en train, j'entends, vous voyez un certain nombre de choses s'élever. Donc l'objectif qui était celui de la collectivité, c'était d'avoir un grand pôle tertiaire qui, à 2 heures de Montparnasse, permette la confortation et le développement de l'emploi sur Nantes. Et on peut dire sans exagérer que du point de vue des professionnels de l'immobilier tertiaire ou des entreprises qui s'implantent, il y a en gros 2 secteurs d'implantation du tertiaire actuellement à Nantes, c'est Armor à côté du Zénith et ici Euronantes. Deuxième objectif, c'était d'accompagner ce renouvellement urbain du quartier de Malakoff, de la cité de Malakoff, qui, à la différence de Bellevue, d'Hervaliard Nord, n'avait pas été traité jusqu'alors par la puissance publique, et en essayant de la relier à la ville, donc en la reliant physiquement. Et donc c'est à ce titre-là que tout de même il y a eu 2 ponts qui ont été ouverts successivement, le pont Willy-Brandt d'abord, le pont Tabarly ensuite. Il y aura bientôt un chronobus, voire plus, après-demain, qui viendra de l'île de Nantes pour aller jusqu'à la gare en passant par l'avenue de Berlin. Et puis le fait de relier la ville, ça passe aussi par beaucoup d'attention. Et c'est l'intelligence du concepteur, donc de Gérard Pénaud de l'atelier Ruel, d'avoir dit « je ne veux pas... Non, il n'y a pas de blessés, rassurez-vous. Qui a dit, par exemple, je ne veux pas de différence morphologique de la ville entre la cité de Malakoff et le nouveau quartier. Et donc c'est pour ça que, de la même façon qu'il y a un certain nombre de tours émergentes sur HLM, sur la cité de Malakoff, il y a des émergences, qu'elles soient bureaux, un peu, parce qu'il y a des questions réglementaires, je ne vais pas revenir trop là-dessus, ou de logement, et qui ponctuent, je dirais, ce grand secteur-là. Et qu'y compris, on n'a pas voulu faire un quartier uniquement tertiaire, mais on a voulu faire un quartier de ville. Donc d'où le fait qu'au-delà des 200 000 m² de tertiaire à peu près, il va y avoir 1200 ou un peu plus de logements. Aujourd'hui, il y a 44 000 m² de tertiaire.
44 000 m² de tertiaire, et 572 logements de livrés, et puis un loyer très compétitif. Alors là, c'est peut-être un peu petit pour vous. On est sur une deuxième phase, donc c'est l'image du haut, qui refait une deuxième phase équivalente à la première, donc de 47 000 m² de tertiaire et de 600 logements quasiment. Et puis ensuite, il y en aura une troisième phase. C'est tout de même extrêmement dépendant des commercialisations. Je ne suis pas trop inquiet sur la commercialisation logement, y compris parce que, comme on est en site en rue, on a le droit à la TVA à 7 pour les gens qui ont sous plafond de ressources. Mais c'est la question du tertiaire. Et là, il y a 1, 2, 3, 4 programmes immobiliers qui sont en cours. Il y en a un qui est rempli. Et les 3 autres, j'en discutais à l'instant, qui ne demandent qu'à être remplis. Donc, partie de mon job, c'est d'organiser ni la sur ni la sous-offre. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Alors, je pense que vous avez vu, comme moi, dans la presse, que les élus de la SNCF a annoncé donc, le projet gare, que ceci, c'est pour ça que vous avez qu'une patatoïde là pour l'instant, ceci amènera à réinterroger le séquencement, la programmation, etc. pour tout organiser autour de ce projet phare d'une nouvelle gare, d'une gare augmentée, je ne sais pas comment on peut dire, à Nantes. Troisième opération un peu forte, Airporterie. Donc Airporterie, c'est le quartier de Saint-Joseph, comme les Nantais disent. Donc c'est un quartier qui est un petit bourg rural historiquement, qui avait été bien développé dans les années 70-80 avec beaucoup de pavillonnaires, etc. Et sur lequel, sous un projet urbain de François Gretter, on intervient sur 5 sites pour apporter du logement, toujours au moins nos 25% de logement social, et puis du logement diversifié au prix que les gens peuvent se payer. Donc vous voyez que 45% des charges foncières sont des logements abordables, et j'ai pris l'exemple d'un programme qui est fait par GHT, qui est une COP HLM par Crédit Mutuel, pour faire court, où il y a 99 logements abordables, on est essentiellement en collectif, hein, à 2339 moyens, je parle toujours parking compris, hein, et le libre à moins de 2700. Et ça va être honoré, enfin il va y avoir une inauguration par le maire dans les jours qui viennent. 32% des accédants ont un revenu mensuel à 1 500 € par mois ou inférieur. Ça tombe bien, ça correspond au troisième 32%, c'est les 3 premiers déciles de nos concitoyens qui gagnent le moins. On en reparlera. Quelques photos, il faut me dire s'il faut que j'accélère. Autre opération un peu phare, c'est l'opération Neptune Fedo. Donc on s'inscrit dans la cohérence de la nouvelle centralité, hein, donc le projet de Bruno Fortier. On offre 13 000 m² au développement commercial du centre-ville. Un parking public de 520 places qui sera ouvert avant la fin de l'année. Et je dirais, si je veux être trivial, ceci payé par 76 logements de standing, qui là du coup n'ont pas été vendus à 3 000 € le mètre, mais qui permettent d'ailleurs, sans trahir de secret, à Nantes Métropole d'acheter une place de parking à 20 000 alors qu'il y a un coût de prod de 35 000. Donc c'est une opération que vous voyez monter régulièrement pour les usagers du centre-ville, avec un retraitement très considérable donc, de l'espace public. Comme ça va participer au fait de raccrocher Bouffay, Fédot, le château. Donc ce projet est souvent présenté. Orvaux Vallon des Garettes, je disais tout à l'heure cohérence, etc. et notamment cohérence d'intensifier la ville où elle existe déjà. Et je disais que ça ne concernait pas que le centre de Nantes, mais y compris beaucoup de communes sur lesquelles nous intervenions. Donc là, je vais évoquer Orvaux Vallon des Garettes. L'opération qui nous est confiée, qui comprend 865 logements, se situe juste au-dessus de la photo, je dirais. Pas trouvé de bonne photo, mais juste au-dessus. Donc on est à 3 pas de la mairie et de l'église. Et ça va quasiment doubler la population du bourg avec 865 logements. Il y en a à peu près un petit millier là aujourd'hui.
C'est une opération qui nous a été confiée par la commune. Vous voyez que à gauche, on vend des terrains à bâtir. Donc là, vous avez une maison qui a été construite. Et à droite, c'est le programme qui comprend, je pense, c'est la médiathèque, c'est un peu petit, et la médiathèque et la supérette qui est ouverte il y a quelques mois. Plusieurs opérations donc, de renouvellement urbain dans les grandes cités HLM. Vallon des Dervalières, c'est l'image de synthèse du quartier qui est en haut de la photo, ou Clotoro, c'est le programme Fonta que vous voyez en bas de l'image. Qui assez souvent en accompagnant nos actions de Nantes Habitat dont Stéphane Dauphin a dû vous parler la semaine dernière. Par exemple, au Dervalières, c'est la construction de 436 logements, dont 129 PLUS. On a commencé par la réalisation des bâtiments PLUS, des bâtiments HLM, pour offrir des possibilités de parcours résidentiel, etc., aux habitants d'aujourd'hui des Dervalières, y compris à ceux dont le logement avait été démoli. Et puis là, on enchaîne avec une deuxième phase qui comprend de l'accession libre et abordable. Et là, il y a un opérateur qui est en train de vendre du logement abordable à 2 200 €, toute taxe parking compris, par exemple. Ou ça peut être également à Bruyères. Donc là, vous avez la chaufferie. Je parlais des réseaux de chaleur là tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on est aussi dans le concret, pas dans le discours. Donc Bruyères, Clotoro ou Bottières. Bottières, j'ai mis à préciser parce qu'on est en train de remettre le métier sur l'ouvrage et pour essayer de reproposer quelque chose qui corresponde bien aux souhaits des habitants, y compris des élus. Désiré Colombe, donc on est, vous reconnaissez forcément, parce que le bâtiment qui est à droite de la photo, il existe déjà. C'est le site du lycée Livette, c'est le site de la Bourse du Travail, c'est le site des salons Mauduit, que tous les Nantais connaissent. Et donc c'est un projet d'ensemble, où nous avons choisi le projet Les Bars et Seigneurins. Nous sommes en train de choisir le promoteur, et qui est un projet extrêmement compliqué. On est au bout d'Ision de Bretagne. Il y a le rocher qui est là. C'est un peu comme sur la butte Sainte-Anne, je dirais. 130 logements, plus reconstruction à l'identique de Mauduit. 4500 m² de pôle associatif dans la partie préservée du lycée Livette et de la Bourse. Une crèche de 60 berceaux. La réouverture du parc est totalement ignorée des Nantais, qui est à l'arrière du site. Et puis également un parking dont y compris une partie de parking pourra être vendue aux riverains et une partie pourra être louée par les usagers de la maison des associations ou des salons Mauduit, loués à l'heure, a priori comme un parking classique. Quelques autres, on n'intervient pas que sur Nantes, on intervient à Boueil, aux Sorinières, à Sautron, à Brin, à la montagne, à Saint-Aignan. La photo qui est à droite, c'est le site de la Godinière à la montagne. On se trouve entre le Super U et le Château d'Eau, pour ceux qui connaissent. Et c'est une opération d'une 130 logements environ. En bas à gauche sur la photo, c'est l'EHPAD qui est à Sautron, qui vient d'être livré et inauguré. Et puis un programme également à Bouet, je crois. Oh. Des opérations économiques. Donc là, vous avez reconnu l'école du bois. Vous avez reconnu, enfin vous ne connaissez pas, mais c'est l'entreprise Eiffal qui fait des échafaudages à Saint-Jean-de-Boiseau, mais vous avez le droit de l'ignorer. Donc on a aussi on a quelques opérations mixtes, comme Ronan tout à l'heure, mais on a des opérations aussi strictement économiques, comme celle-ci. Je donnerai nos chiffres tout à l'heure. La question du logement. Là, je peux tenir des heures sur le sujet. D'accord, je vais vite alors. Mon objectif, c'est de produire l'agglomération accessible au plus grand nombre. L'objectif, c'est colle bien le micro. C'est de stopper cette situation que nous avons connue. C'est Laurent qui vous le dit très, très simplement. C'est-à-dire que si l'agglomération nantaise et le reste de l'aire urbaine s'est développé en termes d'emploi à peu près parallèlement, en termes de population, l'agglo c'est plus 0,6 et c'est plus de 1 sur l'aire urbaine ou sur le département.
Et qu'il y ait des gens qui aillent habiter en campagne, en France comme à Singapour, les urbains aujourd'hui sont d'anciens euros. Donc ils retournent chez eux, c'est pas un souci. Y compris, ça existait déjà dans les années 70, parce qu'il y a tout de même beaucoup de gens qui ont quitté les grandes urbes dans les années 70 pour aller faire construire ou acheter une dacha en campagne. La question, c'est que ce choix ne doit pas être un choix par défaut. Et je vais donner qu'un seul exemple. Moi, j'ai moitié de collaborateurs cadres et moitié de non-cadres. J'ai un cadre qui habite hors agglo, j'ai 6 employés qui habitent hors agglo. Donc on sait très bien qui est obligé d'aller habiter plus loin. On vend de la charge foncière pour 865 logements, un tiers libre, un tiers social, 21%, tout de même 21% d'abordables, et puis également 9% de spécifiques qui sont assez souvent des EHPAD en PLUS. L'abordable sera 2002-2005. Le libre entre 3000 et 3004. Et par rappel, je parle toujours parking compris, la moyenne agglo c'est 3761, la moyenne ville de Nantes c'est 4081 en 2012. On fait ça par une mise en concurrence des promoteurs. Ça, c'est les revenus de nos concitoyens. C'est l'outil fondamental de l'aménageur, le premier outil. Alors, au-delà du code de l'urbanisme, c'est beaucoup d'autres choses, mais 38% des ménages fiscaux de l'agglomération, c'est une personne seule. Revenu médian, 17 800 euros, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est fondamental. De la même façon qu'il faut regarder, alors j'ai pris des hypothèses, j'ai pris 20 ans d'emprunt, qui est la durée médiane des emprunts, j'ai pris 10% d'apport personnel, c'est un peu ma seule marge de manœuvre, et j'ai pris un emprunt de 3,50 qui était le taux très bon de meilleurtaux.com au début de l'année, et voilà qui peut se payer quoi dans ces conditions. Voilà qui peut se payer quoi dans ces conditions. C'est un ménage de 3 personnes, j'ai compris les tableaux pour famille d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes. Et ça, cette courbe à gauche, elle est nationale. On voit que depuis 2005, la courbe de l'effort revenu sur logement, elle est comme ça. C'est un plafond. On est au plafond. On est au plafond. Les prix ont augmenté depuis 2000 de 7,5% par an dans le neuf, de 8,7% dans l'ancien, y compris avec depuis 2008, sachant qu'il y a eu le ralentissement de 2008, ça a augmenté de 3,5%. Le PTZ plus diminué, il y a un vrai sujet, un vrai enjeu. Et donc, Olomam sort les chiffres. Si je mixe libre et abordable, les logements qui sortent de mes opérations est vendu en moyenne, donc je confonds deux choses, mais à 2920, les 3 autres aménageurs à 3150 et le diffus à 3680, parking compris. Il nous reste 4000 logements à produire. Et le taux d'effort, il a évolué de la même façon pour les accédants à la propriété et les locataires privés. Il était à 17-18%, il est aujourd'hui à 27% en moyenne. Et vous voyez que Q1, c'est le premier quartile, donc les 25% de nos concitoyens qui ont moins de revenus, taux d'effort des locataires privés, par exemple, 34%, si je prends la cellule en haut à gauche. Et qu'on va dans l'infiniment ténu rapide. Donc sur le tableau de droite, j'ai regardé quelle était la situation des gens qui sont entre le 3e et le 7e décile, donc les classes moyennes. Il y a des gens qui sont au-dessus du 7e décile qui se considèrent comme classe moyenne, mais les vraies classes moyennes. C'est à peu près simple. Tous les pourcents de la population, si je prends la dernière ligne du bas, en moyenne, la capacité de loyer ou de remboursement d'emprunt varie de 14,5 € tous les 1% de nos concitoyens. Et la valeur de capacité avec l'hypothèse des 10% d'emprunt varie de 2400 €. C'est-à-dire un logement qui est à 100 000, celui qui est à 100, 2400, j'ai perdu 2500 prospects en moyenne. Et vous voyez que, je suis très attentif aux petites familles, vous voyez que l'évolution, c'est 6,70 € pour les ménages d'une personne, dont j'ai dit tout à l'heure, c'était 38% des ménages de l'agglomération. Le tertiaire, on produit 20 à 25 000 m² de tertiaire chaque année. Donc c'est en gros 40 à 50% de la prod tertiaire de Staglo. Et
du neuf, et plus de 25% si je prends l'ensemble des placements neufs anciens. Donc Nantes Métropole a engagé une très utile démarche de schéma de développement tertiaire, où il y a encore du travail, je vais dire les choses comme cela, puisque si certes il faut une offre, c'est d'abord un marché de la demande, le tertiaire. Et qu'il faut rendre les choses cohérentes, c'est-à-dire plutôt développer l'emploi là où il y a le tram ou le busway que en pleine pampa. Il nous reste 140 000 m² de tertiaire. Troisième type de production, je ne vais pas parler des équipements publics, c'est le commerce. Donc là, vous avez le super projet du Quartz fait par Nexity sur le cours des 50 otages qui vient d'avoir la pyramide locale. On vend 6700 m², d'autres activités, c'est très essentiellement du commerce. Et donc, on l'a fait historiquement à Bretagne, à Fédot, à Carré Fédot, dont j'ai parlé tout à l'heure, à Boucherie, mais aussi en périphérie, au Dervalière, à Boissière ou ailleurs. Les études urbaines, vous vous souvenez de la carte qui était une carte essentiellement de Nantes que j'ai projetée tout à l'heure. On est en train de travailler sur 6 ou 7 projets qui, tous mis bout à bout, si tout passe à l'opérationnel, ce qui y compris, je peux souhaiter pour mon équilibre budgétaire de société, vont reconstituer la prod de logement autour de 11 à 15 000. Donc je disais tout à l'heure, il me reste à peu près 4 000 logements à vendre. Et si tout passe à l'opérationnel, ça va faire 11 à 15 000 de plus. Donc on intervient notamment, c'est la photo de droite sur Rezé-Pierre-Mille. On a un périmètre qui va de l'ouest du village de Trentemoux jusqu'au mur de l'hôpital Saint-Jacques et de la Loire à la route de Pornic, où on a un autre périmètre d'études qui prend la chambre de commerce et d'industrie et qui va jusqu'au pont de Cheviré. Également Mélinette, il y a plusieurs articles dans la presse ces temps derniers, ou Goard ou Belle, donc route de Carquefou en symétrie de Saint-Joseph de Porteret. Opération de construction, je vais passer rapidement. On a fait 59 constructions, donc le Zénith en haut à droite, la Tourlue en haut à gauche, la piscine de la Petite Amazonie au milieu, le pôle Sequoia École des Dervalières, le siège du SDIS, la réhab extension de la Maille de Chantenelle, parking cathédrale, le siège de la CU. Ça, c'est mes collaborateurs qui s'en sont occupés au fil des années, sachant qu'il nous reste 15 constructions en cours, dont l'immeuble BioOest 2 sur boulevard Benoni-Goulin sur l'île, donc c'est la photo du haut, et puis un pôle d'équipe de service public qui prendra le nom de Daniel Asseret. Ça n'a pas été délibéré par le conseil municipal, mais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, qui a été adjoint à l'urbanisme de Jean-Marc Ayrault en 89, et qui est décédé trop rapidement. Et il y a également le hub créatique qui va être livré. Il y a un prospectus, comme on dit, à l'entrée, donc je n'ai pas mis de slide. Et puis nous sommes en train de travailler aussi sur des projets futurs, et notamment à Bougnay, où la ville de Bougnay nous a demandé de travailler sur sa mairie, et puis je crois aussi sur une ou deux écoles bientôt. L'immobilier d'entreprise, bon. On s'appelle Nantes Métropole Aménagement, mais on oublie notre activité d'immobilier économique, mon cher Philippe, qui est pourtant une activité, je pense, utile et significative, puisque je distingue deux grands axes, c'est-à-dire la création, je parlais tout à l'heure des pépinières certifiées, et puis les filières technologiques. On gère BioWest 1, qui est juste derrière le palais de justice, par exemple. Et au total, ça fait 191 locataires, dont 58 créateurs. Et le locataire change tous les 3 ans. Donc chaque année, il faut qu'on aille chercher 61 nouveaux locataires. C'est pas une petite affaire. Avec des taux de pérennité tels qu'ils sont observés nationalement pour les créateurs, qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que le taux de pérennité à 3 ans qu'un créateur d'entreprise a, en s'installant dans un immeuble classique ou dans son garage. Et vous avez sur le graphique la prégnance très très forte de ce qu'est la création d'entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire c'est d'abord le service aux entreprises et une part significative aussi dans le domaine des TIC. Quelques photos, le petit port, BioWest, Cohérent Créatique et Rosé Créatique.
Et puis le commerce, nous gérons 7 sites commerciaux, 39 commerces, à la fois, on va le voir, en grande cité HLM, vous avez le château de Rozay en bas à droite, où vous avez l'immeuble de bureau, celui de droite, qui est au Clotoro, là, le long du busway, mais y compris, pour permettre la réalisation de l'opération, nous sommes propriétaires des espaces commerciaux qui accueillent Habitat Hémisphère Sud sur le cours des 50 otages. Dernière partie, dernier paragraphe. On est un outil public. On n'est pas là pour faire du business. On est là pour mettre en œuvre les orientations des élus. On ne se diversifie pas. On fait 51 000 € de résultats annuels ces dernières années, 91 si je remonte un peu plus loin. Et on est totalement transparent à l'égard des élus qui nous ont créés et qui nous font confiance. On essaye et on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, y compris on défend parfois des points de vue, vous l'avez compris, même s'ils ne sont pas encore totalement dans la vie, mais si on croit que ce qu'on pense est juste, on n'hésite pas à le répéter, avec une obligation de résultat. Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'hypertechnicité et spécialisation des grandes organisations, quelles qu'elles soient, publiques et privées, notre fonction d'ensemblier, on n'a pas le choix. Mes collaborateurs, ils se retournent, ils ont que leur demi-assistante, donc commandeur et vicissitude, tout doit être fait, tout doit être conduit. Et je l'ai dit, je crois, au début de mon propos, notre rapport à la chose publique, c'est la mise en mouvement des intérêts privés autour du projet public. C'est le projet public, le respect du projet public, mais le fait de trouver les moyens de le mettre en mouvement, y compris en l'amodiant, y compris en proposant aux élus, il faudrait mieux faire un peu différemment, etc., si on veut que ça fonctionne. Mais il n'y a pas d'alternative à ça. Si on parle de la question de production de logement, il n'y a pas d'alternative à la production de logement que la mobilisation des opérateurs. Y compris, il faut que les opérateurs, parlons clair, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Si on veut qu'ils continuent à bosser, un peu, mais pas trop. Donc on est dans un dialogue persuasion, rapport de force, etc., pour essayer de peser. Bon, produire et faire produire une agglomération durable. Bon, j'ai pas pu parler de tout, mais c'est vrai qu'on doit être très soucieux de la ville, de la planète qu'on va laisser à nos gamins, quoi. Et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être à partout, mais tout de même, il faut qu'on tienne compte de ça. Il faut qu'on tienne compte de ça. Sans être techniciste non plus. C'est-à-dire que, vous savez, il y a quelques années, quand vous alliez à un salon de l'immobilier, par exemple, les promoteurs, sur leur panneau d'affichage, il y avait deux choses, il y avait Cellier et puis BBC. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs, je dis, laissez les promoteurs à leur promesse BBC. Et j'ai dit, pour moi, l'essentiel, c'est d'abord la qualité d'usage. C'est d'abord la qualité d'usage du logement. J'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait sur la question du logement avec nos homologues, mais c'est d'abord la qualité. Et parfois, je suis désolé de dire, que parfois quand on va visiter un programme neuf, on se dit, ou parfois on va visiter deux immeubles coup sur coup, et puis on dit, ah ben, le logement social. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, forcément. Hein, parlons direct. Mais d'abord la qualité d'usage, la qualité d'usage du logement et puis la qualité d'usage des espaces publics. Donc là, je vous ai mis une série de photos de Bottière, mais aussi du Mail Picasso, etc. C'est quelque chose qui est fondamental. Hein, c'est-à-dire qu'on fasse une ville agréable à vivre et qui fonctionne, qui vibre et où chacun trouve sa place. Bon. C'est des alchimies pas simples. Hein. Je veux dire, on peut réussir et puis après, c'est plus ça ce qui se passe. Hein. Il y avait un article, je lisais un article sur Preux là, ces jours derniers, etc. Bon, on voit bien, hein, on est sur des choses extrêmement compliquées. Et puis on peut aussi se louper concrètement sur un truc. Hein.
Je n'ai pas le droit à l'erreur, mais je vous confesse qu'on fait parfois des erreurs, quoi, hein. Mais voilà, ce qui me semble important, donc, c'est la qualité d'usage pour que l'ensemble des Nantaises et des Nantais, dont Thierry Violent nous explique à longueur de colonne que les Nantais du futur, c'est nous, puisque on ne sera pas mort et on fera des enfants. C'est d'abord ça qui compte. Je vous remercie de votre attention. Merci Franck, on peut l'applaudir. Je pense qu'on prend conscience de l'importance de cette structure qui est Nantes Métropole Aménagement en découvrant toutes ces opérations et tous ces programmes. Alors avez-vous des questions à poser à Franck Savage? Oui, Jacques Dago. Ah, pardon. Oui, Jean-François Houzeau. Pourquoi ne couvrez-vous que 18 communes de Nantes Métropole? Mais parce que c'est le choix des élus et des maires. Et très honnêtement, quand les élus ont décidé de nous transformer en SPLA à l'époque, la Samoa a complété son tour de table actionnarial avec les grandes collectivités, donc Saint-Nazaire, le département, la région. Nous, comme on se positionnait, parce qu'on a créé une stratégie d'entreprise, la première il y a plus de 10 ans, comme outil opérationnel de développement urbain économique de l'Aglo, j'ai proposé je peux dire au président de Nantes Métropole, d'aller faire le tour des 23 autres communes de l'agglomération. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il y ait un 18 sur 23 qui rentrerait. Donc voilà, mais après la porte est ouverte aux autres, j'ai pas de souci, mais je sais aussi qu'il se passe y compris des choses dans ces communes qui ne sont pas rentrées à notre capitale. Oui, Jacques Dago. J'aurais deux questions totalement différentes. La première, sur un même immeuble, vous vendez des appartements sociaux et d'autres de standing. Ça ne pose pas de problème en termes juridico-fiscal d'avoir, parce que je ne pense pas que ce soit les prestations finalement qui font la différence de prix, des prix complètement différents. Bon, voilà, je ne sais pas comment vous faites, enfin, bon, ça serait intéressant de le savoir. Et puis deuxième question, vous dites, est-ce que vous avez une démarche d'architecture, enfin d'aménagement participatif, parce que ça se fait de plus en plus. Vous dites, ok, on part de la volonté des politiques, mais est-ce que vous essayez d'avoir une démarche participative, de voir les besoins des habitants, de ceux qui habitent ici, pour essayer d'aménager, faire des aménagements qui correspondent à leurs réels besoins? Oui. Il faut que l'ensemble de nos concitoyens puissent se loger. Parlons direct, il y a en gros 30% de nos concitoyens, ou 40%, dont à ne retenir que le revenu, ils peuvent y compris avoir une fortune personnelle, enfin une fortune entre guillemets, mais n'ont pas le choix que du logement social. Donc nous avons un devoir de les loger. Et ce que comprennent bien les opérateurs, je dirais quelque part. Mais il est bien certain qu'effectivement, vous avez une valeur, un coût de revient, pardon, de tel ou tel logement social qui est plus élevé que les 2150, je parle de mémoire, euros que le bailleur social va racheter en VFA au promoteur. Après, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et je ne vais pas en dire trop parce que ça fait partie, y compris des débats que je peux avoir avec la puissance publique, mais il faut faire très très attention. Dans ce que j'ai montré là, on voit bien que le logement est au taquet, enfin au plafond. Faut faire extrêmement attention à bien doser le logement social. Parce que les premiers programmes immobiliers qui ont été faits à Botière ou à Euronantes, par exemple, ils étaient composés en 3 tiers. Il y avait en gros un tiers de libre, un tiers d'abordable, un tiers de social. Ceci n'est plus possible. Parce que ça vous met le tarif du libre à un tarif de fou, quoi. Donc voilà, mais il faut bien qu'on offre à l'ensemble de nos concitoyens la capacité acquisitive ou locative de se loger. Et c'est ça qui est fondamental, qu'emporte toute autre inquiétude, y compris juridique. Enfin, c'est moi le mandataire social, donc je sais où je finirai. Je réponds à l'autre question. Aménagement participatif. À l'évidence, oui.
Enfin, et c'est fait de micro-décisions. Enfin, pour vous raconter qu'un micro-exemple, ma collaboratrice qui s'occupe du projet des Irrécolombes est venue me voir là, 6 jours derniers en disant je suis contente, pardon, puisque j'ai un accord avec la commission extra-municipale, etc., des personnes handicapées sur une histoire de rampe, etc. etc. Donc l'aménagement, c'est une série de micro-événements comme ça, qui ne sont pas forcément tous visibles, je dirais. Hein. Puis l'autre élément que je veux répondre aussi, c'est que même si je suis prudent dans ce que je dis, parce que je ne veux pas non plus qu'on dise que c'est ça la solution, mais comme dans d'autres villes, on teste ce qu'on appelle l'habitat participatif. Je ne sais pas si c'est ce dont tu voulais parler, Jacques. À Madeleine Champ-de-Mars, il y a 2 programmes d'autopromotion, comme on dit, qui ont été faits. Il y en a 2 autres en cours, un à Bautières et un à Saint-Joseph-de-Porterie. Il faudra qu'on tire le bilan de ça. Hein. Moi, je préfère qu'on tire le bilan avant de vous dire ce que j'en pense, je dirais, quelque part. Hein. Mais ça se pratique beaucoup dans d'autres pays. Je pense à la Suisse, que je connais un peu. Oui, on ne fera pas de commentaires. Non, oui. En disant ça, je me suis dit, ça y est, où est-ce que tu te lances, toi? Bon, c'est pas... Hein? Il n'y a pas d'abri anti-atomique dans l'habitat participatif à Nantes. Mais il faudra qu'on tire le bilan. Mais je peux vous dire que quand vous signez, comme je l'ai fait, avec 10 familles, puisque c'est 10 co-acheteurs, c'est y compris des grands moments de sympathie qui me font déboucher une bouteille, ce qui ne m'arrive pas avec les promotes. Mais pour saluer... Non, mais pour saluer... c'est messieurs de la promotion qui est dans la salle, vous avez compris. Compléter ce qu'a dit la première partie de la question sur le logement social et tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par des opérations de métropole, dans le cadre de la révision des pluies, et la plupart des communes sont engagées, on a un dispositif de la loi nationale de l'engagement sur le logement qui nous permet, à partir d'un seuil qui est en gros, sur le coup, en majorité à 800 mètres carrés de surface habitable, d'avoir un pourcentage. Donc dès qu'il y a un immeuble qui a en gros plus de 10 logements, dans les 10 logements, vous avez 2 logements sociaux et vous avez 2 logements abordables. Ce qui veut dire que le promoteur, quand il fait son équilibre d'opération, il sait qu'il y a 4 logements sur lesquels la vente sera ciblée. Et donc après à lui de gérer avec les autres logements l'équilibre de l'opération. Et comme le disait Franck, les logements, que ce soit sociaux ou abordables, ont des prix de plafond de vente. D'où la liaison globale, et je crois que c'est important de bien comprendre qu'on est dans un cycle et que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, Anne, et s'il vous plaît, tenez votre micro, je dis ça parce que ça coupe. Ça coupe. Ne cachez pas l'antenne qui est en bas du micro. Voilà, ça doit être ça. Alors Franck, vous parliez tout à l'heure de qualité d'usage, de ville agréable à vivre, mais il y a aussi beaucoup de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes de nombre de logements. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choses remarquables qui sont faites sur Nantes. Par contre, sur le plan architectural, quelquefois, il faut bien dire, ça laisse un petit peu à désirer. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce sujet. J'ai combien de temps pour répondre? Bon, comment dire? Il y a la question des goûts et des couleurs, hein, de toute façon, inévitablement. Et puis, je pense aussi qu'il y a une grande responsabilité du professionnel et de l'élu. Je vais prendre l'exemple d'un quartier que je connais bien, le bourg de Saint-Herblain, mais c'est la même chose à Saint-Joseph-de-Porterie. On a expliqué pendant les plombes aux habitants que l'appareillage en briques, le vernaculaire, c'était bien. Les élus, excusez-moi les élus, les professionnels, publics ou privés, ça tourne. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est les gens, enfin pour beaucoup d'entre eux. Et donc, que des gens à qui on a dit « Ah ben non, ton chien assis sur ta maison, etc. Ben non, tu ne feras pas, etc. » Et quand ils voient des bâtiments neufs en Corten en face de chez eux,
Oui, oui. Bah, on est devant la contradiction, etc. Alors, si vous me permettez, je prétends un peu que on essaie dans les opérations publiques d'être plus attentif que ce qui se passe dans le diffus, mais on n'est pas à l'abri de débats, et on n'est pas à l'abri d'erreurs. Il s'agit, j'ai besoin d'y voir clair dans la maîtrise foncière de certains espaces qui ont eu dans le passé une vocation et on sait bien qu'ils ne l'auront pas forcément, ou en tout cas pas de la même façon. L'île de Nantes, c'était clair, avait une vocation industrielle. Elle l'a perdue dans pour une bonne partie. Alors maintenant, vous allez vous attaquer à des communes. Je ne sais pas combien il y en a sur les 18 qui sont riveraines de la Loire. Probablement une demi-douzaine. Des communes qui ont eu des vocations plutôt portuaires et qui l'auront dans une moindre mesure. La propriété des foncières appartenait pour une grande part au port autonome. Comment se passe cette discussion sur les vocations que le port voudrait garder ou que vous voulez avoir? Vous, c'est-à-dire les élus, bien sûr. Je disais tout à l'heure, il ne faudra pas m'en vouloir, mais il y a des questions auxquelles je ne suis pas mandaté pour répondre. Et vous m'en voulez. Mais tu peux répondre quand même. Mais si c'est pas mis au PV, sur le nombre de communes, l'auteur de l'Atlas Rive de Loire est dans la salle, il pourra répondre sur le nombre de communes qui sont autour de la Loire. Ce qui manque, excusez-moi, mais c'est une vraie politique maritime, fluviale et nautique dans cette ville. C'est ça la question. Enfin, c'est mon avis de citoyen. Hein, je dis, c'est pas un avis de professionnel. Hein. Et vous allez, comme je le fais le plus souvent possible, et pas assez, visiter des grandes villes un peu partout, en Europe, dans le monde. Bah, moi, la Loire, c'est le seul fleuve que je connais où il n'y a pas un bateau. Donc, je ne réponds pas totalement à votre question, j'en suis navré, vous ne la mettrez pas au PV. Mais voilà, donc je pense que, parce que la berge, c'est la berge. Si on dit la berge, remblai de la Baule, enfin, j'en sais rien, ou on discute entre la Baule et la Grande Motte, enfin, c'est sans fin, mais il y a un vrai enjeu. Alors, je sais bien qu'il y a des contraintes techniques, physiques, je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens beaucoup plus... Bon, mais c'est ça, me semble-t-il, la question. Votre question, elle m'amène tout de même à donner juste une petite précision, notamment sur Bachantel. Alors, on en est au tout début de l'étude, hein, c'est Bernard Reichen qui vient d'être choisi par les élus. Mon intention, c'est clair, enfin, là, l'intention des élus, c'est clair, c'est pas de rejeter l'activité économique en périphérique. On interviendra dans la dentelle. On interviendra dans la dentelle comme on l'a fait à Madeleine-Champ-de-Mars. On n'est y compris pas dans exactement le même contexte urbain qu'a connu l'île de Nantes, où il y avait des hyper grandes étendues totalement abandonnées, entre guillemets. Mais là, moi, je dis la chose simple, hors de question de rejeter l'emploi en périphérie. Parce que plus on rejette l'emploi en périphérie, plus c'est l'habitat qui va aller à Saint-Marc-du-Désert ou à Soulvache. Enfin, voilà, je voulais préciser, même si ce n'était pas la question, je voulais préciser ce point-là. Oui, moi je voulais revenir sur l'architecture. 30 ans d'expérience de maître d'ouvrage. Hein, donc, je défends les architectes, c'est un métier extrêmement difficile, dont la formation est sujet à question. Le cursus de formation est difficile. Je crois que... Enfin, mon expérience professionnelle me porte à penser que si on est très exigeant, si le maître d'ouvrage est très exigeant
avec le maître d'œuvre, avec le concepteur de l'objet qui va être érigé. S'il y a un vrai dialogue, un véritable échange, y compris à partir des expériences réciproques, on peut arriver à des choses très intéressantes. Et bien entendu, il faut éviter les gadgets. Et beaucoup, en ce moment, on voit certains gadgets architecturaux qui sont un peu de la merde, quoi, si on peut employer une expression rapide. Mais je crois que, de toute façon, un bon maître d'ouvrage aura un bon architecte, et réciproquement. Et il faut que l'exigence soit forte. Il faut, là aussi, que les donneurs d'ordre, que ce soit les élus ou autres, aient cette exigence. Autrement, on laisse faire n'importe quoi. On laisse faire les boîtes de conserve, il y en a partout, par endroits, etc. On laisse faire des gadgets, parfois, qui sont ratés. Voilà. C'était pas une question, mais j'ai rien à rajouter. Je suis parfaitement d'accord. André Hubert. Oui, moi j'aurais plutôt des questions d'ordre global d'urbanisme. Vous n'avez jamais parlé de plan d'urbanisme, qu'il soit directeur ou plan local d'urbanisme ou plan de détail. Vous n'avez pas parlé non plus de ZAC, de zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire le choix entre l'urbanisme opérationnel et l'urbanisme global. Et j'aimerais bien, moi, connaître votre point de vue là-dessus, parce que vous nous avez fait une présentation sur l'importance de votre action, sur le coût de votre action, sur les résultats au mètre carré. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est un peu une présentation éclatée que vous nous avez faite. Ma question, c'est, est-ce que vos interventions sont prévues à l'avance avec les élus locaux, inscrites dans les plans d'urbanisme, ou bien est-ce que lorsqu'il y a un plan d'urbanisme, finalement, et que vous avez une opportunité, vous demandez, avec l'accord des élus locaux bien sûr, un statut plus ou moins dérogatoire de ZAC, je dis bien un statut de ZAC, je sais bien que les ZAC sont des instruments officiels pour modifier les plans d'urbanisme. Mais bref, comment est-ce que vous vous situez dans cette perspective de la globalité et du long terme? Et on retrouve là les questions qui viennent d'être posées sur l'architecture, par exemple. On pourra en rajouter d'autres, sur la circulation, etc. Et puis, derrière tout ça, bien sûr, il y a la question foncière. Est-ce que vous êtes acteur en amont de la question foncière ou est-ce que vous êtes uniquement destinataire lorsque les pouvoirs publics ont décidé de faire une opération à tel ou tel endroit? Ça fait beaucoup de questions, hein, je sais. Et bref, mais ça ne vous étonnera pas qu'un urbaniste vous interroge sur tout ça. Il va falloir qu'on prolonge la discussion ensemble tous les deux après. Si j'ai pas parlé du PLU, c'est parce que j'en suis pas chargé. Et qu'y compris, je n'ai pas envie de dire exactement tout ce que je pense. Parce que parlons direct, ce qui est important, c'est de faire une ville où chacun se retrouve. Et que parfois, quand je vois que sur certaines rues, où il y avait des petits pavillons des années 50, 60 avec une valeur de 140 000 €. On a mis une constructibilité de 3 ou 4 étages, et ce qui fait que des choses qui valent peut-être 120 000 sont achetées 600 000 parce qu'on peut monter de la chaîne, et qu'y compris ça fait hurler tous les voisins. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Donc voilà. Et donc moi, je respecte, vous avez compris dans mes propos que je respecte totalement les acteurs privés. Nul ne pourrait faire sans eux, d'accord? On les met systématiquement en concurrence, on prend le meilleur, on est marié avec personne et c'est pas chacun son tour. Mais j'ai l'ambition de croire à ce que je fais, et j'ai l'ambition de croire que seul l'aménagement public permet cette diversité et du fait de loger des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et je pense qu'y compris l'action publique,
On ne l'a pas vu là parce qu'on était sur des volumes de prod de 6400 logements au total, etc., dont 3600 vendus promoteurs. Mais comme je pense qu'on va revenir aux 5000 du PLH, là, le dernier chiffre de l'OMA du premier trimestre 2013, sur Nantes-Ville, 42% des logements qu'ont vendus les promotes est en ZAC. Et comme on ne met pas la charge foncière aux enchères, et qu'on discute avec les promotes et qui comprennent bien d'abord qu'il y a tout de même des éléments positifs qui sont dans le foncier qu'on leur vend, parce qu'il est équipé, parce qu'il y a des services autour, parce que la question de l'opposition riveraine, sans être totalement traitée et partiellement réglée, parce que c'est pour ça que les promotes... Bon. Mais de fait, c'est vrai qu'avec ce volume d'initiatives publiques aujourd'hui, je pense que nous devons arriver à peser sur les prix de sortie. La question, alors ZAC ou pas ZAC, etc., on fait des... J'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai tout de même dit qu'on faisait des concessions et essentiellement en ZAC. Parce que ce dispositif d'urbanisme opérationnel, il a tout de même été poli au travers des années, des réformes, des améliorations législatives. C'est un vrai axe, y compris de capacité d'échange préalable et tout au long du projet, etc. etc. Mais on fait aussi des opérations en lotissement ou hors procédure. Hein. Bon, je ne suis pas rentré dans tout le sujet. La question du PLU... est une vraie question, oui. Il nous arrive, là, je ne vais pas citer laquelle, si vous permettez, mais d'intervenir sur une commune où la zone a été changée, on est en rue, et que donc, vous savez comme moi que ça nous fait doper les prix de la charge foncière. Sans réellement raison qui reconnaissent la valeur du propriétaire du foncier. On va donc nous on privilégie toujours la négociation amable. On aime bien avoir la dupe derrière pour être en force pour négocier. Ça va ralentir le projet, etc. etc. Il ne faut pas que les gens soient spoliés non plus. Il ne faut pas non plus que les gens soient spoliés, mais il faut qu'on trouve l'équilibre. Mais j'ai tendance à dire, y compris parce que j'ai un ancien herbinois devant moi, c'est revenons à la bonne vieille solution qui a été utilisée par Michel Chauty à Saint-Herblain, c'était avant 77. J'acquiers le foncier, je fais le projet et je modifie la règle d'urbanisme. Alors, y a-t-il encore une ou deux questions? Non? Oui? Oui, Yvon Bézy. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question concernant l'aménagement participatif, notamment au niveau de ZAC. En fait, comment peut intervenir la demande des habitants? Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir, y compris au niveau de l'étude qui, par exemple, va être lancée sur des zones comme Pierre-Mille ou Bachantenay? Il n'y a pas de solution absolue prix miracle, hein, et y compris parce que la question qui est posée, la concertation à avoir, si je puis me permettre, et sans remettre en cause la nécessaire, comment je veux dire, juste prise en compte des intérêts, des sentiments, de la culture des habitants qu'on trouve sur place. La concertation, elle est menée avec la population, c'est-à-dire elle est menée avec la population autochtone, je dirais, hein, sans caractère péjoratif de mon côté, mais avec l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire quelle ville voulons-nous? Alors, bon, il y a des dispositifs qui, je disais tout à l'heure, sur les ZAC ont été tout de même blanchis sous le harnois de beaucoup de choses, etc. J'ai écrit là, c'est pas qu'une blague, hein, celui qui renonce à être meilleur, c'est déjà d'être bon. Oui, il faut toujours qu'on s'améliore, oui, clair.
Il faut toujours qu'on s'améliore. Mais enfin, on essaye de prendre en précaution l'ensemble des données. Là, par exemple, je montrais une image là, de Désirée Colombe, ma collaboratrice qui pilote cette affaire. Elle a passé l'autre jour 3 heures avec les habitants d'une rue que je ne vais pas citer si vous me le permettez, pour échanger sur le sujet, etc. Et elle a passé aussi 3 heures avec une autre association, que je ne citerai pas non plus si vous me permettez, en échange préalable, et je dirais quelque part, entre guillemets, hors procédure. Hors procédure. Bon, alors bon, c'est vrai qu'on a toujours à s'améliorer, mais il me semble que ces questions-là maintenant sont relativement bien prises en compte et elles s'inscrivent, je répète, y compris dans une cohérence, alors qu'on peut discuter ou pas discuter, mais qu'y compris n'est pas suffisamment mise en valeur et pointée par l'ensemble des acteurs du débat public, c'est-à-dire la cohérence progressive sans faire n'importe quoi. Il y a des choses qui ont été faites hier, avant-hier. C'est impossible de les refaire. Enfin, moi qui suis herblinois d'origine, il y a certains immeubles, je ne sais pas quoi, moi la gendarmerie par exemple, qui ont été faits dans les années 60-70. Vous faites ça maintenant, c'est terminé, c'est la révolution. Donc il faut voir aussi, relativiser la question du renouvellement de la densité, de la confrontation des échelles physiques, géographiques, etc. Faut pas dire c'était bien avant, c'est pas bien maintenant. Y compris, je répète, il y a des choses qui ont été faites par le passé qui pourraient plus être faites. Bon. Oui, là, il y a une cohérence. Celui d'une intensification, d'une densification, d'un renouvellement qui soit acceptable, qui permette d'offrir les services et les aménités urbaines que seule la densité procure. Le cœur de l'agglo, y compris, j'ai parlé d'Orvaux et du bourg d'Orvaux. Faut y compris jamais oublier que le rapport à la ville, c'est quelque chose d'intime. Et il n'est jamais le même. C'est-à-dire que les gens qui ont été habités dans le bourg d'Orvaux ou les gens qui ont été habités dans le bourg de Saint-Jean, pour prendre des exemples, leur rapport à la ville, il n'est pas le même que l'habitant de, je sais pas quoi, du boulevard Gabriel-Loriol ou celui de Bouffay ou celui de Grand Champ des Fontaines ou de Soulvache. Chacun des points de vue doit être respecté. Mais il faut apporter des réponses au plus grand nombre. Donc moi, je m'occupe des réponses urbaines en ville, je dirais. Mais voilà. Bon, je n'ai peut-être pas suffisamment répondu à la question. Alors, oui, je crois qu'il y a encore une question dans le fond. Jean-Claude Charrier devant. Oui. Oui, je voulais vous poser une question sur votre présentation. Je n'ai pas vu de focus sur le problème du logement étudiant. Et deuxième question, je voulais savoir si vos documents, à la fois de prévision, d'études, sont d'un accès public. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'habite rue de Crucy et j'ai l'impression que quand même entre ce qui nous a été présenté, j'y habite depuis 40 ans. Et donc j'ai l'impression que les changements assez importants ne nous sont pas annoncés assez en amont. Et il y a eu des mobilisations de quartier, en l'occurrence sur le jardin, le problème du square du lait de mai, etc. Il a fallu faire une mobilisation citoyenne pour être entendu. Alors je voulais savoir si vos documents d'accès d'études sont publics, puisque les élus, quand on les interpelle, ont l'air toujours de ne pas maîtriser le dossier ou l'évolution du quartier. Alors, Franck, est-ce que vous c'est êtes toi qui inutilement maîtrises sévère, si je puis me permettre, à la fin de votre propos, y compris sans doute pour des raisons qu'on connaît, et moi et vous, mais... alors, l'ensemble des documents qui concourent à une opération, donc les éléments qui structurent la production urbaine d'aujourd'hui,
sont naturellement d'accès public. Ils sont d'accès public au siège de l'instance qui est compétente, qui nous a donné l'OP pour faire court. Donc dossier de création, dossier de réalisation, etc. Les PC, etc., etc. Enfin, je veux dire, tout est d'accès public, même si c'est pas forcément très ergonomique pour y accéder. Oui, ben, moi, la mobilisation citoyenne, moi, ça ne me choque pas. Enfin, c'est pas... comment je veux dire, c'est pas infamant, c'est pas problématique. Il faut surtout pas prétendre détenir à soi tout seul la vérité. Il faut toujours se méfier d'être d'accord avec une seule personne soi-même. Donc la ville interagit, la ville faite interagit sur la ville à faire, et y compris nos projets trouvent des évolutions, ou des temps de confrontation, ou des temps de retrait, etc. etc. Enfin, j'ai compris des exemples très précis et récents en tête. Donc, pour moi, ce n'est pas une vraie question, un vrai problème. Après, il faut que ça soit fait tout de même dans la bonne foi et dans la transparence. Mais je ne prétends pas qu'on ait toujours raison sur tout. C'est relativement simple. Et y compris, lisez le livre de Jean-Yves Petetto sur Madeleine Champ de Mars. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais oui, je prétends qu'on doit produire la ville en interaction avec les acteurs. Donc, tant les acteurs, professionnels, les URBA, les BET, les promotes, les fonctionnaires territoriaux, etc., mais y compris les gens. Bon. Et si on se fait retoquer un truc, moi je ne considère pas ça comme une défaite. La réponse à la première question sur l'étudiant, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que de fait j'étais pas en charge de tout et que, y compris j'étais un peu long, donc si j'avais tout dit ce que je faisais et que, réponse aussi à je ne sais plus quelle question, et qu'en plus j'avais dit ce que je ne faisais pas, il fallait commencer ce matin. À Bottière-Chêneil, il y a 338 il y a 2417 ou 19, je ne sais plus, logements en prévision. Il y a 338, entre guillemets, résidences. Donc cette question des personnes thématisées, enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver un terme, à héberger, est quelque part une vraie question, à condition de faire attention et de ne pas en mettre, de ne pas tous les concentrer les mêmes au même endroit, etc., etc. Et si je puis me permettre, vous savez comme moi qu'à Madeleine Champ de Mars, il y a tout de même une concentration relativement forte de très petits logements faits au départ pour les étudiants de médecine, de pharma ou d'autres, qui poseront à terme quelques difficultés et sur lesquelles il nous faudra revenir. Donc on doit être aussi dans l'intelligence, quoi. Oui, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Charrier. C'est peut-être une question un peu personnelle. Parmi tous les aménagements et les projets que vous nous avez présentés, quel est celui que vous considérez comme le plus abouti ou en quelque sorte le plus conforme à ce que vous considérez comme le cœur de votre métier ? Je parlerai d'un projet où l'essentiel était fait avant que j'arrive. C'est tout de même... hein, bon. Le projet prioritaire, c'est toujours le prochain, je dirais. J'ai envie de répondre comme ça. Mais c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que Madeleine Champ de Mars a été quelque chose où on a su arriver à... Alors, je ne dis pas qu'il y a zéro défaut, hein, arriver à ménager les différentes problématiques
les différentes, y compris périodes, hein, parce qu'il faut bien voir que l'économie immobilière, elle est en creux là, mais c'est pas le seul moment où elle était en creux. Elle a été y compris en creux dans les années 93, etc. Et quand les opérateurs ils ont lancé en blanc, je sais plus combien de milliers de mètres carrés de tertiaire, je peux vous dire, c'était pas évident. Mais oui. Moi, je voudrais poser une question sur les outils. Philippe a parlé de la Samoa, il y a Nantes Métropole Aménagement, il y a le Loire-Océan Développement. Enfin, il y a plusieurs outils sur une même agglo. Quels sont les liens entre ces outils? Ou est-ce qu'il y a trop d'outils peut-être? Qu'est-ce qu'il en faudrait qu'un? Ou est-ce qu'il en faudrait que 2 ou plus? Les relations entre les outils sont très bonnes. On a passé toute la journée de lundi avec nos camarades de la Samoa au Château du Pé à Saint-Jean-de-Boiseau pour une présentation Très bel endroit. Sur 150 ans d'architecture. Et le lundi juste d'avant, je déjeunais avec Christian Gibreau de LOD et ses collaborateurs. C'est les élus qui décident. Après, comment je veux dire, faut beaucoup se méfier parce que c'est pour ça que j'ai fini sur les valeurs, la culture. Hein. C'est-à-dire la fonction publique, que les fonctionnaires veulent bien m'excuser, a la permanence pour elle. Elle a la permanence de l'institution, y compris de la situation statutaire, enfin personnelle, salariale de la personne. Une petite entreprise publique, comme une entreprise privée d'ailleurs, hein, elle se forge à partir d'identifiants de valeurs, de souplesse commune, etc., etc. Et moi, j'ai toujours recommandé, même si éventuellement, ça ne tient absolument pas compte de ce que j'ai pu dire, je ne fais pas référence à l'aglo, mais une autre collectivité, faire très attention. Une entreprise, y compris de service public, y compris donc avec l'hyperpuissance publique derrière, etc., etc., c'est fragile. Et y compris, deuxième élément, je pense qu'il est plutôt assez malin de la part des élus, de challenger plusieurs outils en disant montre ce que tu sais faire. Mais on passerait, puisque là, parlons direct, moi j'ai 36 collaborateurs, à la Samoa ils sont à peu près aussi nombreux je crois, et puis à LOD ils doivent être 25, ça fait 90. Bah, manager une boutique de 90 ou manager une boutique de 30, c'est pas la même chose. Et une boutique comme nous, ça vit sur le triple des gens, sur leur envie, sur leur autonomie, responsabilité. Enfin, y compris, c'est plutôt mon mode de management. Mais voilà, mon seul capital, moi, c'est un capital humain. Et donc, mes 12 responsables d'opération, pour ne parler que d'eux, hein, je ne veux pas oublier non plus les autres personnels, ils aiment ce qu'ils font. Et ils ont besoin d'être encouragés, soutenus. C'est comme ça qu'on y arrive. Sinon, alors à ce moment-là, il faut que je mette 4 personnes... il faut que je remplace un de mes responsables d'opération par, j'allais dire 4 fonctionnaires, mais c'était outrecuidant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, et en même temps, alors moi j'ai envie de poser une question en prolongation. Qui régule ça? C'est-à-dire que vous êtes plusieurs outils d'aménagement, donc vous portez des opérations qui, quelque part, sont en concurrence. Sur du logement d'un côté, sur du tertiaire de l'autre. Donc c'est quoi? C'est de la vraie concurrence ou il y a une régulation? Oui, enfin, avant d'être une concurrence, c'est éventuellement un énorme gâchis et beaucoup d'imprévoyance et d'insécurité. Donc, j'ai dit tout à l'heure, je crois l'avoir insisté dessus, sur la nécessité d'un schéma de développement tertiaire. Faut bien voir qu'actuellement, il y a de capacité d'encours un volume que je ne citerai pas, mais très considérable, qui, y compris si on retient l'hypothèse éventuelle que le tertiaire neuf reste au volume de 50 000 qu'il connaît depuis 1990, disons les choses comme ça, c'est plus d'un mandat municipal. Donc, d'où l'importance que la collectivité, les élus, accompagnés par les services, examinent ces questions, parce que derrière, c'est beaucoup d'agents immobilisés. Et je suppose que ça ne prend pas en compte le tertiaire existant, parce qu'il y a aussi du tertiaire existant. Non, je parle de la capacité de prod neuf à venir.
Et dans une situation où, je répète, c'est un marché de plus en plus d'investisseurs. Les gens vont de plus en plus à l'adresse. Parlons direct, Armor, dernière zone créée, première remplie. C'est aussi simple que ça, mais essayez d'aller en tram à Armor, je vous souhaite bon courage, et d'en sortir en bagnole à 17h, je vous souhaite bon courage aussi. Après, pour le reste, sur le logement, non, on échange beaucoup entre nous. Mais on Donc, a tous aussi notre culture. Enfin, c'est vrai que moi, depuis le départ, on a beaucoup insisté sur cette question-là, c'est-à-dire qui est-ce qu'on veut loger, et que quelque part, je vous ai donné tout à l'heure le chiffre. Je vous ai donné tout à l'heure. Vous inquiétez pas, ça va pas sauter. Je vous ai tout à l'heure donné le chiffre. Je vous ai tout à l'heure. Voilà, c'est réglé. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre de notre prix moyen de sortie, etc. C'est pas de l'inadvertance que dans nos opérations en 2012, on soit à 2920 et que mes collègues, mais c'est pas un reproche, y compris, n'oublions jamais que, par exemple, si je prends la question de la Samoa, n'oublions jamais qu'ils doivent aller chercher le sol à 25 mètres, etc., que c'est pas le même coût de construction. Attention. Mais c'est vrai que, par contre, les opérations plus périphériques, on est un peu plus souvent dans l'individuel ou dans l'intermédiaire, comme, qui est l'individuel empilé, mais tout le monde appelle ça intermédiaire, personne ne sait ce que c'est. Bon, oui, c'est pas de l'inadvertance. C'est pas de l'inadvertance. Donc, si je résume, ça manque de régulation quand même, globalement, au niveau de... Non, parce que... Non, je ne veux pas te... Il y a un vrai sujet tertiaire. 2, sur le logement, non. Et sur le logement, parlons direct, il est d'intérêt collectif et public que l'offre que nous apportons, parce qu'on est y compris... il n'y a pas qu'à Nantes, mais les collectivités sont y compris, entre guillemets, taxées, attaquées, de ne pas libérer suffisamment de foncier, etc. Je peux vous dire que moi je considère que ce n'est pas exact sur l'agglomération nantaise. Dans l'ensemble des AC, je ne prétends pas avoir les derniers chiffres, mais il y a plus de 26 000 logements faits ou à faire dans les AC nantais. Je vous ai dit tout à l'heure, si tout passe à l'opérationnel, je vais avoir entre 11 et 15 000 logements supplémentaires. À ça, vous rajoutez les chiffres de la Samoa, sur l'île de Nantes que je n'ai pas en tête, plus les autres opérations de la CELA ou de l'LOD, il y a une vraie initiative publique. Il y a un vrai volume d'initiative publique. Et il y a non seulement un vrai volume d'initiative publique, avec une feuille de route, le PLH, c'est tout de même nickel chrome. Les choses sont parfaitement établies, de savoir où est-ce que ça doit être fait, etc. Et avec une cohérence, parce que moi qui ai été membre... bref, je ne vais pas tout dire, mais j'ai été membre d'une commission qui s'appelait Urbanisme et Études Générales. Il y a de ça 30 ans. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Quand les élus ont adopté le PLH en 2010 et que dans la foulée, dans le même conseil, ils ont décidé la communautarisation, excusez-moi du thème babar, des actes d'habitat, excusez-moi, c'est, je trouve, je dis pas c'est le meilleur du monde, je rends ça, mais je trouve ça exceptionnel de cohérence, d'intelligence collective. Vous vous souvenez que j'ai parlé d'intelligence collective quand j'ai salué le travail du Conseil de développement, cher ami. Ok, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous de votre attention. Merci à Franck Savage pour sa prestation complète et puis qui nous permet de mieux comprendre comment se développe la ville. Merci Franck.